Je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 23 ans, je fais partie de l'équipe de The Family. Mon rôle à The Family, en partie, c'est d'accompagner les étudiants entrepreneurs en France. Et avant ça, j'ai monté plusieurs projets, j'ai arrêté mes études à 21 ans. J'ai monté une première start-up, on a fait toutes les erreurs du monde. Ça a duré à peu près 11 mois. À la suite de ça, j'ai monté un autre projet qui lui a mieux marché et que j'ai revendu. Et suite à ça, j'ai rejoint The Family. Donc à la base, je me suis retrouvé président du B2 l'UT Paris Descartes. Et c'est à ce moment-là où j'ai un peu découvert l'entrepreneuriat. Ça a duré 1 an, on organisait plein de soirées, plein de voyages et tout. Et en fait, j'ai découvert une opportunité de marché. Je me suis rendu compte que trouver des salles, trouver des traiteurs, c'était assez simple. Il y avait plein de plateformes, plein d'agences qui le faisaient. En revanche, trouver des animations événementielles, c'était pas si facile que ça. Donc j'ai décidé de monter un site qui s'appelait animationévénement.com à la suite de ça. À la base, c'était une agence et ça n'a pas du tout marché parce que j'étais un très mauvais commercial. Donc j'ai arrêté ce projet, je l'ai laissé un peu à l'abandon. Ensuite, j'ai monté cette start-up avec des potes, donc ça s'appelait The Young Economy. C'était une plateforme pour aider les jeunes à trouver du taf plus facilement. On a pivoté plusieurs fois, on se cherchait un peu. Une fois, on était en concurrence de LinkedIn, donc un produit vraiment très consumer où on essayait d'acquérir une masse d'utilisateurs certaine. Après, qu'est-ce qu'on a? On a essayé aussi d'aller un peu en concurrence de Crème de la Crème, Side, mais eux le faisaient beaucoup mieux que nous et donc on a rapidement arrêté. On a pivoté 2-3 fois comme ça. On a fait un peu toutes les erreurs du monde. On cherchait plus des articles dans la presse, on faisait des concours de start-up, des pitchs, ça servait à rien. Donc toutes les erreurs du monde honnêtement. Donc au moment où j'ai arrêté le projet, ce projet-là, je sais pas trop quoi faire de ma vie et j'ai un peu de chance. C'est que j'avais oublié de débrancher ce site d'animation événementielle. Là, je me rends compte qu'en fait, il est très bien référencé dans Google et qu'il y a maintenant, c'est des entreprises qui font des demandes de devis. Il est resté 1 an en ligne, du coup. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a bien ranké dans Google. Et c'est là où j'ai compris que c'était la clé en fait, c'était d'avoir des sites bien référencés dans Google pour avoir beaucoup de demandes de devis et de belles entreprises. Et en fait, j'en ai parlé à un pote et qui m'a dit mais Max, t'es con, on fait de la mise en relation. Et donc j'ai fait de la mise en relation et c'était assez simple, c'est de la marketplace. Je connaissais pas le modèle, mais je me suis formé au SEO pour faire en sorte que toutes les pages de mon site soient bien référencées. Et du coup, ça a bien marché. Quand j'ai découvert qu'en fait, quand j'ai compris que ce qu'il fallait faire, c'était de matcher une offre et une demande, donc en fait une plateforme de mise en relation, une marketplace, je me suis formé à ça via YouTube, etc. En lisant des articles de blog très simplement sur Internet en quelques mois. Ça m'a fait comprendre en fait que tout le secret était un peu, en tout cas pour les marketplaces, c'était dans la distribution, c'est qu'à partir du moment où j'avais beaucoup de demandes de devis qui arrivaient, c'était beaucoup plus simple de convaincre des prestataires de services de travailler avec moi parce qu'en fait je pouvais déjà leur montrer des demandes de devis, leur dire voilà tu vois il y a tel grand groupe qui fait ces demandes de devis donc travaille avec moi et je vais t'apporter du business. Et donc j'ai décidé de dupliquer ce modèle de plateforme de mise en relation dans les animations événementielles en 2 autres plateformes qui étaient en fait des copycats, donc des copies de business qui fonctionnent déjà. Et j'ai lancé un site qui s'appelle unesalaparis.com et un autre qui s'appelle traiteurparisien.com. Et donc toujours sur la même chose, des marketplaces dans l'événementiel, sur des niches, donc des verticales, la location de salles et la réservation de traiteurs. Les 3 sites étaient indépendants, mais mis en relation en fait par une boucle emailing qui faisait que quand tu faisais une demande de devis sur l'un, ça te proposait les autres aussi. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Ça a été hyper intense, mais j'étais seul. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, du coup, c'était pas des startups que je faisais, mais c'était plus des muses. En gros, c'est de la création de revenus passifs parce qu'une fois que ça m'a mis 1 an à le mettre en place et je travaillais beaucoup de 10 à 15 heures par jour, en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait plus qu'une heure, 1 heure et demie par jour et que ça me permettait de vivre, de payer mon loyer, etc. Et c'était très cool, honnêtement. Et après, j'ai reçu une offre d'achat et je les ai revendus. Et là, j'ai rejoint The Family pour aider d'autres étudiants entrepreneurs à faire des belles choses. Parce que déjà, j'avais pas l'argent pour faire un master entrepreneuriat. J'avoue, je voulais en faire un, j'avais pas la thune. Et après, du coup, oui, je me suis dit, bon, quitte à pas avoir l'argent, je vais tenter un truc un peu atypique. Je vais prendre 2 ans pour entreprendre. Ça s'est bien terminé pour moi, j'ai eu de la chance, mais c'était pas forcément une décision hyper bonne parce que j'aurais pu faire plein d'autres trucs aussi. En fait, j'ai décidé d'arrêter pour le projet The Young Economy, qui s'est mal terminé entre guillemets, même si on n'a pas perdu beaucoup d'argent, c'est juste un échec. Et à la suite de ça, il me restait 1 an que je m'étais donné pour entreprendre et je suis tombé sur ces projets où j'ai compris qu'il pouvait se passer un truc et c'est là où je me suis concentré sur ces projets. Ouais. Donc c'est vraiment le BDE qui m'a mis le pied à l'étrier où en fait j'ai passé 1 année à organiser plein de soirées, plein d'événements, on n'était pas beaucoup dans l'assaut et en fait c'est là où j'ai capté qu'en fait c'était cette adrénaline que je recherchais, qu'en fait j'étais un peu devenu addict à ça, tu vois, à peu dormir quand même, beaucoup travailler, prendre du risque, genre typiquement
une histoire marrante, c'est que quand je prends l'assaut, on me dit qu'il faut signer un week-end d'intégration pour 700 personnes. C'est à peu près un contrat à 100 000 €. Et en fait, au moment de signer le contrat, je le signe, je dois lâcher un chèque de caution de 50 000 €. C'était 50 chèques de 1 000 €. Et à ce moment-là, on m'explique qu'on a des problèmes avec l'assaut et qu'elle ne peut pas être immatriculée, donc qu'on est fiché à la Banque de France et qu'on ne peut pas avoir de compte bancaire. Donc je suis obligé de sortir mon chéquier perso et de faire les 50 chèques de 1 000 €. Ça peut paraître rien en soi, c'est que 50 000 €, mais c'est... Mais non, j'avais 200 balles sur mon compte. J'avais 200 balles sur mon compte. Et donc j'ai sorti mon chéquier, j'ai fait 50 chèques parce qu'il fallait les faire. Et après, oui, je suis pas parti de tout l'été et j'ai travaillé comme un malade pendant 2 mois pour faire en sorte qu'on fasse 700 personnes au week-end d'intégration. Et une fois qu'on a atteint les 700 personnes, là j'ai soufflé un coup. Et en fait, un mois après, je me suis dit, putain, c'était tellement ouf quand même. Et je pense que c'est là où je me suis dit, putain, c'est un gros kiff. Même de travailler avec des gens, tu vois, genre quand on était avec notre équipe de 8 et qu'il a fallu se bouger pour remplir ces 700 personnes, ces 700 participants, c'était hyper intense, tu vois, genre il y a des gros moments de tension, mais en fait après aussi la récompense était tellement cool. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment, après je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois. Et en tout cas, rejoindre des aventures qui sont hyper intenses, comme The Family, où vraiment il se passe des choses tous les jours et t'apprends tous les jours et il y a beaucoup d'adrénaline, il y a des très hauts et des très bas, tu vois. C'est peut-être ça que je kiffe. Je pense que la première fois que tu entreprends un truc, le réflexe de base, c'est vu que ça te fait peur, c'est que tu vas essayer de trouver des alibis pour faire autre chose qui est un peu plus agréable. Alors qu'effectivement, le truc le plus simple et le plus efficace, c'est d'aller parler à tes clients. Effectivement, c'est hyper désagréable d'aller parler à des inconnus et de leur poser des questions et de se mettre entre guillemets à nu et en position de fragilité, tu vois. Mais c'est ce qui est le plus dur à faire. Et en fait, une fois que tu te rends compte qu'une fois que tu l'as fait, franchement, c'est pas si horrible que ça. Et tu comprends la valeur que ça a et comme quoi ça compte plus que tout le reste en fait, que de faire des pitch contests, d'avoir des articles dans la presse, par exemple. Si on a un projet, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est trop compliqué à moins de faire un copycat, donc une copie de business qui fonctionne bien sur notre continent, où là, entre guillemets, il faut arriver à exécuter le plus rapidement possible et en fait copier l'idée de quelqu'un, et il n'y a aucun problème avec ça, il faut être hyper à l'aise avec ça. Et je pense que nos plus belles boîtes, The Family, c'est des copycats, enfin beaucoup de nos plus belles boîtes sont des copycats. Là, pour le coup, quand tu lances un truc, de toute façon, même si tu es très intelligent, c'est très, très compliqué d'être plus fort que le marché et de comprendre avant le marché. C'est impossible d'avoir toutes les informations. Donc le mieux vraiment, et ce que je conseille, c'est de te lancer hyper rapidement et en fait d'aller interviewer ses clients potentiels, ses utilisateurs, et en fait en les interviewant, tu vas bien mieux comprendre en fait ce dont ils ont besoin, et souvent c'est pas ce que tu proposais à la base. Quand tu lances un projet, tu y crois toujours, donc, et tu penses avoir la bonne formule, mais en fait quand tu vas à la rencontre des clients, tu te rends compte rapidement que t'es pas dans le vrai, t'es pas dans le juste, et puis il y a même d'autres choses. Il y a la valeur que une fois que tu as trouvé un truc qui commence à fonctionner, il y a la valeur que tu penses apporter et la valeur qui est réellement perçue par les clients. Je donne un exemple. J'ai fait une formation en 2 mois pour apprendre à coder qui s'appelle Le Wagon, qui est génial. Et en fait, tout le monde y va en pensant qu'il va apprendre à coder. Et oui, tu apprends à coder, mais tu peux pas devenir un développeur en 2 mois. Il faut continuer derrière à te former. Et en fait, tu le comprends après quand on sort et après réflexion, mais il y a beaucoup de gens qui vont au Wagon en fait pour rencontrer du monde et pourquoi pas rencontrer leur potentiel cofondateur. Donc la valeur perçue est complètement différente que de la valeur qui est proposée sur le site, qui est devenir un développeur, tu vois. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais moi, pour le coup, effectivement, j'ai juste eu de la chance de tomber sur un modèle qui fonctionnait. Quand j'ai vu qu'il marchait, il fallait que je fasse plus de volume pour gagner plus d'argent, et je l'ai répliqué sur d'autres verticales, donc d'autres marchés en fait. La location de salle, les traiteurs, une fois que l'animation événementielle marchait bien. Ouais. Alors moi, pour le coup, je l'ai fait justement, je savais que j'étais pas bon en maths, pas très bon en maths et pas très bon à l'école, donc je me suis douté à l'avance que j'allais pas être un très grand développeur. Mais j'avais quand même envie de comprendre, ça m'avait beaucoup manqué dans une économie. On n'avait pas de CTO, on avait embauché un freelance qu'on avait mal payé, mal managé, et en fait on ne comprenait pas ce qu'il faisait, on ne savait pas ce que c'était le code, et je voulais comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait, comment tu construisais un produit avec du code en fait, et j'avais besoin de comprendre ça, et je me suis dit que si je le comprenais pas, ça allait encore me desservir plus tard dans notre projet, et donc j'avais besoin de comprendre, et j'avais envie aussi rencontrer du monde. J'avais été plusieurs fois au Wagon et je trouvais qu'il y avait une bonne énergie, donc j'y suis allé beaucoup pour ça, vraiment pour découvrir ce qu'était le développement web, pas vraiment pour devenir développeur et rencontrer du monde. Ça doit faire 8 mois que je suis sorti du Wagon, j'ai plus beaucoup codé malheureusement, et ça je m'en veux, mais je pense que c'est comme le vélo, je pourrais reprendre
je pourrais reprendre et je pense que j'arriverai à reprendre des mécanismes et des réflexes assez rapidement. Après, franchement, pour devenir un vrai développeur, ça prend du temps. Et je réfléchis d'une façon un peu différente, c'est que je pense qu'il faut te spécialiser dans ce que tu es bon et essayer de devenir le meilleur possible là-dedans. Et moi, clairement, il y avait des mecs qui pigeaient beaucoup plus vite que moi en développement web, tu vois. Donc j'ai compris qu'eux, il fallait qu'ils soient développeurs et que moi, je me concentre sur d'autres choses. J'étais sûrement meilleur ou que j'allais apprendre beaucoup plus vite qu'eux sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il y a deux choses, il y a deux types de projets. Il y a les projets qui ne sont pas technologiquement très complexes, où parfois on se dit j'ai besoin de savoir coder, mais en fait pas vraiment. Typiquement, tu vois, moi les 3 marketplaces que j'ai créés, c'est Wix connecté à Google Sheet, connecté à Gmail et connecté à Typeform pour le formulaire de demande de devis qui était en fait connecté au site Wix, et tout ça connecté ensemble avec Zapier. Et en fait tout ça te donne 4 outils qui coûtent 20 € par mois, donc 80 € par mois c'est rien. Et en fait ça te donne une marketplace parce qu'au début la connexion n'était pas totalement automatisée et c'est moi qui le faisais par mail, où je connectais les gens par mail en disant voilà une demande de devis, est-ce que tu veux la traiter, tu vois. Et en fait tu peux très bien faire une marketplace, une plateforme en fait à la main au début, que ce soit avec ces outils-là, avec Facebook ou en le faisant à la main vraiment au début, en appelant les gens en disant voilà j'ai un contact pour toi, un client, gère-le et moi je prends une commission, ou pas au début. Le tout est de comprendre comment ton business fonctionne. Et donc ça c'est des produits technologiques qui ne sont pas hyper complexes à faire et que tu peux au début faker ou faire mal. En tout cas c'est pas obligatoire que le produit soit parfait au début. Et après il y a des produits qui sont plus complexes. Je te prends un exemple, nous à The Family on a une boîte incroyable qui s'appelle Agricool. Ils font pousser des fraises dans des conteneurs. Ça, c'est très compliqué à faker. Il y a un moment, il faut effectivement te former à tous les systèmes d'irrigation, à comment tu peux faire pousser des fraises dans des conteneurs. Et effectivement, il y a beaucoup de technologies. Ça, bon, les mecs se sont formés au début et le premier conteneur, ils se sont formés avec YouTube et c'est devenu quasiment des experts juste comme ça. Et donc ça, effectivement, il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut prendre 2, 3, 4 mois à essayer d'absorber un maximum de contenu et à te former sur la techno dont tu as besoin pour la développer. Ouais. Il y a des produits techno comme ça, le hardware c'est un peu comme ça, mais mine de rien, le hardware, ça sert à rien de le développer avant de l'avoir vendu. Il vaut mieux faire un Kickstarter, du crowdfunding, tu vends le produit que tu veux développer et derrière, en fait, si tu as réussi à le vendre, là tu vas le produire. Quoi. Et en fait, franchement, à part des trucs comme Agricool ou autres, même ça, si tu veux gagner du temps, moi je conseille quand même, tu vois, Agricool, je pense que c'est ce qu'ils ont fait au début. Même s'ils savaient que ça allait prendre du temps d'avoir un premier conteneur qui produit des fraises, parce que les fraises aussi, ça prend du temps aussi. En plus, il y avait ce temps-là à prendre en compte. Il faut qu'elles poussent. Ils avaient quand même un site web avec une landing page sur laquelle où ils récoltaient des emails, où ils disaient laissez votre email si vous êtes intéressé pour acheter nos fraises. Et une fois qu'ils ont eu leur première fraise, ils ont pu shooter un mail à tous ces gens. Et en fait, ils avaient déjà plein de clients, tu vois. Et donc en fait, c'est pas un vrai problème. Enfin, c'est un non-problème en fait. Il y a toujours une solution, faut juste en fait tester et voir. Ouais, tester. Prendre ses clients et voir ce qu'il faut. Ouais. Et après, ouais, il n'y a pas de secret. Faut bourriner, faut apprendre, faut passer 4 mois sur YouTube. Mais en fait, c'est simple, mais si tu te dis ouais c'est trop compliqué, c'est qu'en fait t'as pas envie de faire le projet. Si c'est un truc qui te tient vraiment à cœur, tu vas aller prendre les 4 mois sur YouTube pour devenir un expert sur ton sujet et après arriver à développer ton produit toi-même. Mais je conseille vraiment toujours, en tout cas, si t'as pas la ressource autour de toi, c'est-à-dire si ton meilleur pote n'est pas un putain de dev et qui va pouvoir t'aider dans ton projet, ça sert à rien d'aller chercher un inconnu qui a la compétence, parce qu'il y a un moment, l'association c'est trop important et l'entrepreneuriat c'est trop difficile. Je conseille vraiment de le faire au début soi-même et d'apprendre par soi-même, parce que ça a une valeur inestimable après sur le long terme. Les mecs d'Agricool, c'est devenu des experts dans leur sujet, tu vois, alors qu'à la base, c'est pas du tout leur truc. Quoi. Dans les premiers problèmes qu'on s'est posé, c'est en mode putain, il nous faut un compte bancaire, il nous faut une boîte immatriculée, une société, etc. Alors que franchement, ça sert à rien au début, parce qu'en plus on n'a jamais fait de chiffre d'affaires, donc on a été con de faire ça en fait. Et on a créé une boîte, ça nous a coûté 1000 balles pour au final rien encaisser sur ce compte et le fermer, ça nous a coûté 1000 balles de le fermer, enfin bref, ça sert à rien. Donc ça, typiquement, ouais, je sais que, genre, tu vois, je conseille vraiment à tous les étudiants, s'ils ont un projet, commencez à facturer comme ça au début. De toute façon, tant que vous ne faites pas 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas très grave. Et vous êtes en dessous des radars. Et une fois que vous aurez gagné pas mal d'argent, vous pourrez payer un comptable et un avocat qui font ça très bien, qui mettront tout au carré et vous serez bien au niveau de la loi s'il n'y a pas de souci.
à refaire, j'aurais pas fait autant de concours de pitch, de concours de start-up, même si c'est pour gagner 5-10 000 balles et que ça peut paraître sympa. La vérité, c'est que c'est un complet défocus. T'as l'impression de gagner de l'argent alors que t'en gagnes pas et que tu ferais mieux de prendre du temps pour en fait aller vraiment rencontrer tes clients, boire des coups avec eux et vraiment comprendre ce qui les anime et ce qui va faire qu'ils vont acheter ton produit ou pas. Et en fait, c'est binaire. C'est soit ils achètent, soit ils achètent pas. Et en général, les gens, tu vas les voir et ils disent « Ah ouais, c'est cool ce que tu fais. » Et tu lui fais « Mais t'achètes ?» Il fait « Bah non, je sais pas. » Et en fait, c'est que faut changer, tu vois. C'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que forcément, les gens sont sympas et ils disent souvent « Ah ouais, c'est cool ce que tu fais. » Je lis pas beaucoup de livres, honnêtement, je dois l'avouer, il faut que je m'y remette. Mais du coup, je trouve des hacks, tu vois, typiquement, je suis sur des applis qui te résument des livres, je lis beaucoup d'articles, j'écoute pas mal de podcasts, beaucoup de vidéos YouTube, etc. Et en fait, donc j'apprends comme ça. Quand il y a un sujet qui commence à m'intéresser, bah après, je vais trouver les sources et pendant 2 mois, bourriner ce sujet, tu vois, par exemple. Donc ça varie, tu vois, il y a des fois, il y a des mois où j'écoute pas de podcast et je fais que du YouTube, il y a des fois où juste je lis des articles, etc. Donc c'est varié et parfois c'est pas que sur de la startup, hein, parfois c'est sur d'autres sujets aussi, ça peut être hyper intéressant et je pense que c'est important aussi de voir d'autres choses que les startups et de se passionner pour d'autres sujets à côté. Je pense qu'un truc dommage et dont je me rends compte en allant dans les écoles, tu vas parler avec les étudiants, c'est quand tu vas dans un master entrepreneuriat, quand tu vas dans les incubateurs, quand tu vas voir les assos entrepreneuriat, c'est fou. Moi, là, vraiment, je découvre un truc, mais c'est fou de voir qu'au final, il y a peut-être que 20% des gens qui sont vraiment en train de lancer un truc ou qui veulent lancer un truc, et t'en as plein qui, en fait, ils veulent pas du tout être entrepreneurs, tu vois. Ils veulent être consultants ou il y a plein de choses, tu vois. C'est une grosse question que je me pose en ce moment. Après, non, je pense qu'effectivement, les incubateurs, par exemple, faut être bien sûr que tu vas bien être accompagné parce qu'il y a quand même pas mal d'incubateurs où malheureusement, il y a quand même les mecs qui gèrent n'ont pas entrepris. Et donc, en tout cas, il faut s'assurer que tu vas être bien accompagné par des gens qui savent de ce dont ils parlent, et donc qui l'ont déjà fait avant toi en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça, je pense qu'il faut le vérifier avant d'aller dans n'importe quel incubateur ou n'importe quelle structure d'accompagnement. Mais je trouve que quand même l'écosystème est en train de devenir de mieux en mieux. Moi, je le suis, on va dire, depuis 5 ans, tu vois, un peu depuis The Family qui a 5 ans. Ouais. Forcément, ils ont fait un gros travail. Et globalement, on le voit, hein, franchement, le niveau a complètement changé pour tout le monde, que ce soit les étudiants ou pas les étudiants. Et c'est une super chose. Mais il faut arriver à continuer. Et il y a encore du travail à faire, parce que mine de rien, quand je vois encore des étudiants qui me disent là, je suis en train de chercher mon CTO, ça fait 3 mois, je leur dis, tu vois, genre, il y a quand même plein de contenus en ligne aujourd'hui, que ce soit The Family ou autre, où quand même on le dit et on l'a vu 100 fois. Non, en fait, faut se lancer en 48 heures, quoi. The Family, c'est une famille pour entrepreneurs. Donc très simplement, comme toute bonne famille, on a un rôle, c'est d'éduquer nos entrepreneurs aux meilleures pratiques entrepreneuriales, de leur donner accès à des avantages exclusifs. Donc ça, c'est des deals qu'on peut négocier, par exemple avec des prestataires de services vraiment clés. Et le troisième, c'est de leur donner un accès privilégié au capital, donc les présenter à des investisseurs et les aider à avoir l'argent dont ils ont besoin si leur projet a de la croissance. The Family, c'est sélectif. On prend, je pense, 5% des boîtes qui postulent pour entrer dans The Family, à peu près. Mais il faut juste qu'on croit en l'équipe, en les hommes et un peu en le projet, mais c'est surtout une histoire d'humain. Moi, mon rôle, c'est de épauler Erika, qui est la directrice du bureau de Paris, sur toute la partie opérationnelle, faire en sorte que le lieu ici tourne bien, d'organiser des déjeuners, des dîners pour nos entrepreneurs, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui se créent. Donc c'est beaucoup de choses comme ça. Et après, une de mes missions à côté, c'est d'accompagner les étudiants entrepreneurs. Donc effectivement, c'est d'aller dans les écoles, raconter un peu toutes les erreurs que j'ai faites et les quelques trucs bien que j'ai fait aussi. Et essayer de les accompagner aussi. On propose, nous, ce qu'on appelle des office hours, c'est-à-dire que n'importe quel étudiant qui a un projet, on peut le faire venir ici ou alors on s'appelle et on va faire des sessions de 30 minutes, 1 heure pour essayer de comprendre avec lui comment il peut faire fonctionner son projet. Donc ça passe par là, hein, ça passe parfois par leur dire mec, là tu vas dans le mur, il faut que tu te poses et réfléchir à autre chose. Ou alors va rencontrer tes clients, tu leur as pas assez parlé, et en leur parlant plus, tu vas comprendre ce dont ils ont vraiment besoin en fait. Bon, ça va être corpo, mais en vrai c'est une boîte vraiment incroyable. Et plus que ça aussi, tu vois, genre, je trouve que c'est une très belle mission, tu vois, d'aider d'autres entrepreneurs à réussir et à créer des empires. Putain, c'est stylé, tu vois. Et quand on y arrive, et si on y arrive, franchement, putain, c'est une belle mission. Ouais. Puis aussi parce que, tu vois, genre, j'avais pas de projet qui
qui me prenait aux tripes et qui m'a dit vas-y, il faut que je le fasse, tu vois. Donc il n'y avait pas non plus d'associé qui m'a proposé de monter un putain de projet en lequel je croyais grave. Donc ouais, je savais pas trop quoi faire. Franchement, j'ai rencontré The Family, ça se passait super bien. Et ouais, je pense que c'était en fait la mission à l'instant T en laquelle je croyais le plus, donc ça s'est fait assez naturellement en fait. C'est des boîtes qui cherchent de la croissance. Moi, je me rends compte que tout le monde, on met startup à toutes les sauces. Et parfois, je vois en fait des agences qui sont des agences de freelance qui s'appellent startup ou qui, dans la fiche de poste, disent on est une startup pour attirer du monde. Et j'ai plein de potes qui rejoignent en stage ou en CDI des projets, enfin des boîtes. Et en fait, ils pensent qu'on est une startup et ils arrivent et ils se rendent compte que c'est pas du tout le cas. Et je leur demande, mais du coup, tu fais quoi? Comment ça se passe dans la boîte? Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout les startups. Donc il y a ça et en fait, il y a ce mot en fait qui est complètement galvaudé et que tout le monde utilise à toutes les sauces, alors que franchement, des vraies startups qui cherchent jour après jour plus de croissance, il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Et il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'autres types de boîtes qui se disent startup alors qu'elles ne le sont pas. Et ça, il faut bien s'en assurer. Après, tu as les boîtes, tu vois, genre tu as les startups très early, où en général, effectivement, ils font des trucs donc pas scalables, où il n'y a pas beaucoup de croissance au début, parce qu'en fait, elles cherchent leur modèle. Elles n'ont pas encore ce qu'on appelle le product market fit, tu vois. Ça peut mettre du temps à trouver, c'est pas un souci en soi. Mais quand tu rejoins une boîte qui commence à avoir 2-3 ans et qui se dit startup, tu le vois direct. Soit la boîte, faut qu'elle soit en croissance, tu le comprends, en général ça implique de lever des fonds par exemple, tu vois. C'est pas the indicateur, mais ça peut être un bon indicateur. Parce que la croissance t'oblige à lever pour croître plus vite et prendre vraiment un marché européen ou mondial en 5-10 ans, tu vois. Et après, tu as aussi ce problème-là, c'est que parfois tu as des startups qui trouvent leur product market fit, qui en fait, c'est pas un si gros marché, ou alors il y a différents problèmes, et en fait ça devient des zombies startup entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de croissance, ça s'essouffle, et rapidement en fait elle se transforme en agence ou en forme d'agence, tu vois. Et c'est super compliqué ça de le détecter à l'avance. Bon, forcément les entrepreneurs, de ouf, il y en a qui sont incroyables, et parfois t'en rends compte et tu te dis putain, c'est ouf quoi. Et à chaque fois c'est une surprise, mais en vrai, de base, depuis l'adolescence, ce qui m'inspire en vrai, c'est beaucoup les rockstars, j'avoue. Et j'avoue Pete Doherty des The Libertines et Alex Turner des Arctic Monkeys. C'est un peu mes deux idoles, j'avoue. Là dernièrement, je regarde jamais la télé, mais je l'ai découvert en replay. Et ouais, non, je me suis pris de passion pour une émission qui justement va à la rencontre de sportifs de haut niveau, pas mal des Français et tout, et qui analyse pourquoi, en fait, déjà ils ont un corps du commun. Ça parle aussi de leur parcours et de leurs difficultés, etc. Et c'est hyper intéressant, je trouve, de voir. Bon, déjà, ils avaient, genre, souvent, en fait, ils sont nés avec un truc en plus. Genre, ils avaient des poumons qui étaient 1,5 fois plus gros que la moyenne pour certains, etc. Donc, et après, en fait, le travail a fait que leur poumon est devenu 2 fois plus gros que la moyenne. Et après, c'est sur toute cette partie en quoi les mecs ont un mental de ouf. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, en ce moment, je kiffe bien regarder cette émission. Ouais. C'est une émission avec Michel Simès, je crois, et Adriana Carambeu. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. C'est ça, exactement. Ouais, non, mais un vrai truc aussi que je tiens à dire, c'est qu'on peut lire assez rapidement qu'en fait, tu vois, il faut se lever à 5h du matin, boire un verre d'eau, tous ces trucs qui ont été pendant très longtemps à la mode, lean startup, etc. Pourquoi pas appliquer certaines règles si tu trouves qu'il y a des trucs qui te vont bien et qui marchent bien sur toi. Mais la vérité, c'est qu'il y a un moment, tu vois, genre si tu captes que toi, tu as besoin de 8 heures de sommeil, bah, prends tes 8 heures de sommeil. Si tu en as besoin de 10, prends tes 10 heures. Si tu sais que tu travailles mieux la nuit, bah, travaille la nuit et dors le jour. Ben, essaye de trouver juste le truc qui toi, te rend productif et te rend heureux. Et là où tu es aussi le plus créatif, ça peut être plein de trucs, tu vois. Mais faut pas croire que, tu vois, genre, oui, tu lis pas de bouquins, bon, bah, c'est pas grave. Essaye de trouver un moyen, tu vois, pour essayer de combler le fait que tu lises pas assez de bouquins, tu vois. Ou alors fais-toi violence et remets-toi au bouquin. Mais faut au moins kiffer ça, tu vois. Une année comme avant, je pense que pour démarrer l'entrepreneuriat, la façon la plus simple au début, pour se mettre le pied à l'étrier, c'est de faire donc un copycat, c'est de prendre un concept qui marche dans une autre région, un autre pays ou un autre continent, et essayer de l'importer de façon purement, à 100% exacte, ou alors en l'adaptant culturellement. Et en fait, tu as beaucoup moins de chances de te tromper en faisant ce qu'on appelle un copycat, donc en copiant une idée et en toi l'appliquant, et c'est tout à fait légal. Après, c'est l'éthique de chacun, mais en vrai, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Franchement, c'est du business et de l'entrepreneuriat, tu vois. Et donc moi je pense que c'est un super moyen de se mettre un pied à l'étrier et d'avoir un premier business qui fonctionne.
Moi, je l'ai fait avec ma plateforme de location de salle et plateforme de traiteur. Et As the Family, je sais que Oussama, dans ses conférences, il donnait souvent un exemple qui était l'exemple du gâteau au chocolat. En mode, si dans cette salle, tout le monde fait un gâteau au chocolat, il y en aura forcément un qui va sortir du lot et c'est comme ça, c'est le jeu et ça arrivera à chaque fois. Et c'est très représentatif de l'entrepreneuriat aussi. Et la dernière fois, je l'écoutais dire ça et je me suis rappelé d'un truc, c'est que quand j'étais au lycée, il y avait eu un concours de brownie. Et mon meilleur pote s'appelait Farouk à l'époque. Farouk, si tu nous regardes, salut poto. Et on était un peu les petits cons au fond de la classe. Et on avait complètement oublié qu'il y avait ce concours de brownie. Et nous, le soir, quand on rentrait des cours à pied, on passait toujours à côté d'un épicier. Et on achetait un brownie à l'épicier. Et vu qu'on avait testé plusieurs, on savait qu'il y en avait un qui était trop bon, qui coûtait 3 balles. Et donc on avait acheté un Tupperware parce qu'on avait complètement zappé le concours. On a acheté le brownie, on a transvasé le brownie et on a gagné le concours de brownie. Je te jure, c'est la histoire vraie. Donc copier, voler, franchement, je pense que ça peut être une bonne leçon marrante entrepreneuriale. Copier, voler, ça peut être une très bonne chose pour se mettre le pied à l'étrier, avoir un projet qui fonctionne. Voilà. As the Family, on veut vraiment accompagner les étudiants entrepreneurs en France qui veulent monter des startups. Donc si vous avez un projet ambitieux de startup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail par exemple à maxime@thefamily.co ou alors vous me contactez sur Facebook, LinkedIn, Instagram, ce que vous voulez, je réponds à tout le monde. Et vous pouvez aussi rejoindre une communauté qu'on a créée sur Facebook qui s'appelle French Student Entrepreneurs-by the Family. Et c'est un groupe d'entraide et d'échange pour les étudiants qui veulent entreprendre. Donc si vous avez un projet de monter une communauté, un site e-commerce, une agence, lancer un objet innovant, intéressant, venez nous voir et je pense qu'on est les bonnes personnes pour vous aider à réussir. Voilà.